Les mycoses sont des infections très fréquentes, qu'elles vont avoir des présentations cliniques assez diverses, étant donné qu'elles vont non seulement toucher la peau, mais également les fanères. Et puis, il y a beaucoup de germes, donc il y a beaucoup de champignons qui vont être en cause. C'est pour ça que les manifestations cliniques vont être différentes. Il faudra savoir les reconnaître. Pourquoi? Pour adapter le traitement, bien sûr. Alors, donc là, je passe. C'est un groupe très hétérogène. Hein, donc, il y a beaucoup d'infections qu'on va inclure. Alors, on parle de mycoses superficielles, cutanées ou muqueuses. Comme vous le savez, on peut avoir d'autres mycoses profondes, le cours. Alors, j'enchaîne donc. En fonction de la localisation, on a des épidermomycoses, donc vous avez les onychomycoses, et enfin ce qu'on appelle, ce qu'on englobe sous le terme de teigne ou de psychosis. Alors bien sûr, la localisation muqueuse, elle peut être aussi bien buccale que génitale. Alors, schématiquement parlant, on a 3 groupes de champignons, alors qui vont être donc distincts selon leur mode de reproduction. Hein. Donc c'est comme ça. Et le traitement diffère en fonction du type du champignon. Alors le diagnostic, bien sûr, on va faire un diagnostic clinique, et puis parfois on va faire, donc il fera appel donc un examen tout simple qui est l'examen mycologique. Alors l'examen mycologique, étant donné l'accessibilité de l'organe qui est la peau, bien sûr, que ce soit les cheveux ou fanères également, donc on va faire un examen direct. Alors l'examen direct, il peut se faire soit par grattage, soit par scotch test, et puis on va éventuellement, alors dans la plupart des cas, on fait une culture. Alors la culture se fait sur milieu de sabot. Maintenant, concernant le traitement, donc on a un arsenal thérapeutique qu'on va voir dans le détail. Alors, qu'est-ce qu'un champignon? Donc, c'est un micro-organisme. Alors, il y a des saprophytes, comme vous le savez, nous avons une flore. Alors, il y a des champignons saprophytes. Celui que vous connaissez, qui est un saprophyte, est-ce que vous pouvez me le dire? Lequel? Le saprophyte. On a un champignon saprophyte. Alors, saprophyte veut dire, très bien, exactement. Donc, ils vont vivre un petit peu en symbiose avec notre corps. Hein. Donc, on en a parlé la dernière fois. Donc, ils vont venir donc s'opposer en général aux agressions exogènes. Donc, nous avons cette flore qui est très riche et qui sont des saprophytes donc de notre écosystème. Alors, maintenant, bien sûr, vos camarades parlent donc. Alors, des opportunistes, alors c'est pas vraiment le terme. Donc c'est plus, c'est une relation un petit peu d'égal à égal. Donc les deux parties en tirent profit, hein, que ce soit le germe ou l'être humain. Hein. Donc là, ça n'est pas vraiment un germe opportuniste. Hein. Alors maintenant, concernant le saprophyte, très bien, oui. Donc et puis, pardon, s'il vous plaît, c'est quoi le cours? Alors, vous ne savez pas quel est l'intitulé du cours. Alors, je parle de champignons, là. Donc, normalement, vous devez savoir ce que c'est. Alors, votre camarade demande l'intitulé du cours. Alors, vous avez un programme, normalement, qui vous a été transmis. Oui. Alors, votre camarade, Manel, vient de vous répondre. C'est les mycoses. Hein. Là, on est en plein dans le vif. Donc où en étais-je? Donc, on parle de saprophytes. Maintenant, les saprophytes peuvent se transformer en pathogènes. Bien sûr, c'est pathogène, donc on va les retrouver soit il va y avoir donc des modifications du terrain qui va favoriser donc l'émergence de ces saprophytes, donc ils vont piluler en nombre, ou vous avez carrément des infections par des germes pathogènes, des pathogènes vrais, donc qui vont venir infecter donc que ce soit la peau ou les fanères. Concernant les modes de contamination, alors la contamination, je vous en prie. Alors, votre camarade vous remercie pour l'intitulé du cours. Alors, vous avez bien sûr les différents modes de contamination. Alors, la contamination anthropophile, c'est la plus fréquente. Donc, vous allez voir que la plupart des germes sont interhumains et d'origine interhumaine. Cependant, d'autres modes de contamination existent et qui se font en général de façon accidentelle, que ce soit pour la zoophilie ou vous avez pour la tellurique. Alors, la tellurique, ça concerne les sols contaminés, puis vous avez la géophilie. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs modes, donc il y a plusieurs plutôt champignons qui vont être distincts selon leur mode de reproduction. Là, je passe rapidement. Donc, vous avez en premier lieu le dermatophyte. C'est ce que vous voyez. Donc, c'est tous ces filaments-là. Il est particulier, il a cet aspect-là. Alors, il est filamenteux, comme son nom l'indique, et puis il se reproduit également par un système de filaments et de spores éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce dermatophyte? Il est très kératinophile et très kératinolytique. Alors là, on retrouve la kératine, donc pour les deux termes, ce qui signifie qu'il a une grande affinité pour tout ce qui contient de la kératine. Donc, il va non seulement avoir cette affinité, et puis entraîner une lyse, donc, étant donné qu'il est kératinolytique. Maintenant, la kératine, on va la trouver où, s'il vous plaît, si vous pouvez me répondre?
La kératine, la question elle est assez simple. Hein. Vous pouvez me répondre s'il vous plaît pour la kératine? Oui. Épiderme, parfait. Encore. La kératine fanaire. Alors, quand on parle de fanaire, donc les fanaires, ça va être bien sûr cheveux et ongles. Hein, donc, pratiquement tout le corps humain. Merci, donc merci pour vos réponses. Donc, tout le monde a un petit peu répondu. Alors, il y a 3 genres de dermatophytes. Vous avez le microsporum, le trichophytum et puis l'épidermophytum. Alors, je vous ai donné un M, un T, un E parce qu'on va les retrouver par la suite. Donc, il y a des espèces de dermatophytes. Alors, le sang est diminué. Alors, c'est le max. Le micro, il est collé pratiquement. Donc, je ne pourrais malheureusement pas faire plus. Essayez d'augmenter le volume chez vous, par contre. Hein. Peut-être que ça devrait le faire. Alors, donc, le plus fréquent, vous allez voir, ça va être le Trichophyton rubrum. Donc, vous allez voir, c'est le dermatophyte le plus communément retrouvé. On le retrouve principalement au cours des onychomycoses. Alors, c'est une infection très, très fréquente. Je pense que vous en avez déjà vu, mais également au cours des épidermomycoses. Alors, là, c'est alors le tableau, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais vous l'avez normalement sur les diapos qu'on a mis déjà en ligne. Donc ça, c'est les différents germes, donc c'est les différents dermatophytes et les lésions donc, qui vont entraîner. Donc vous avez vu qu'il y a des teignes principalement, donc il y a une atteinte des fanaires, mais également vous avez des épidermomycoses, donc l'atteinte cutanée. Les levures. Concernant maintenant les levures, alors la levure que vous connaissez probablement, ça va être le candida. Cependant, il n'y a pas que le candida albicans. Hein. Il y a d'autres types de candida. Donc, c'est une levure, comme vous le voyez, qui est arrondie, donc qui va se reproduire par un mode, donc le dermatophyte le plus fréquent, l'épidermophyton rubrum. On va le reprendre tout à l'heure. Donc, pour votre camarade donc, qui demande quel est le dermatophyte le plus fréquent. Alors, maintenant, quand on parle de dermatophyte, parce que souvent, on va se retrouver, alors pour le type, l'espèce de dermatophyte en général, elle va nous prédire un petit peu, nous renseigner sur l'origine de la mycose. Maintenant, si on a une origine interhumaine, ça veut dire qu'on va chercher, pourquoi? Parce que souvent, dans la contamination, on va retrouver déjà une infection, donc une mycose chez l'entourage en général. Maintenant, par contre, si on est face à un germe, c'est pour ça que l'espèce, elle est importante. Maintenant, si on est plutôt face à un germe qui est soit d'origine zoophile ou tellurique, donc notre recherche va se faire, s'axer donc autrement. Alors, soit, bien sûr, on va s'intéresser à la profession de notre patient et puis essayer donc d'identifier l'origine. Alors, donc, quel est le dermatophyte le plus fréquent, s'il vous plaît? Je pense avoir répondu tout à l'heure. Donc, de toute façon, on va reprendre ça. Donc, on va s'intéresser. Et puis, ce que je voulais vous dire également, c'est que l'origine anthropophile, en général, c'est des germes. Alors, communs. Alors, il y a une espèce le corps s'est un petit peu adapté à ces germes-là et la réaction, elle est en général moindre, elle est moins importante. Donc, on a des onychomycoses, c'est vrai, il y a une atteinte donc, clinique, mais qui va être moins bruyante, moins spectaculaire que les germes en général telluriques ou zoophiles. Alors, si vous avez par exemple un champignon d'origine tellurique, vous allez voir, franchement, l'onychomycose, elle va souvent s'accompagner d'une réaction inflammatoire locale. Donc, le sang, alors le sang, est-ce que tout le monde n'entend pas bien, s'il vous plaît, si vous pouvez me dire? Parce que là, il n'y a pas moyen de rajouter donc le volume. Attendez, je vais regarder un petit peu si on peut. Alors, le haut-parleur, il est à 100%, hein. On est au max. Donc, allez, merci. Allez, on enchaîne. Vous entendez? Parfait. Donc comme je disais, donc, ce candidat-là, comme vous le voyez sur la photo, donc il va y avoir ce système de bourgeons. Alors, pas de sang. Alors, essayez. Non, ça marche. On entend très bien. Alors, parmi vous, il y en a qui entendent bien, il y en a qui n'entendent pas bien. Donc, ça veut dire que pour ceux qui n'entendent pas bien, il faut voir localement à votre niveau, tout simplement. Donc, essayez d'arranger vos micros sur vos PC.
Alors, donc, vous avez ce mode de bourgeonnement, ces petits bourgeons-là. Donc, vous voyez que déjà, l'aspect, il est complètement différent entre le candida et le dermatophyte. Alors, et puis, j'oubliais de vous parler de la lumière de Wood. Alors, la lumière de Wood, c'est la petite lumière bleue là, que vous connaissez, donc qui va accentuer, alors qui est en général utilisée alors en police scientifique pour un petit peu simplifier ça. Cependant, elle va plus, en général, on va l'utiliser pour voir un petit peu tout ce qui est liquide biologique, mais là, on est plutôt face à une coloration qui va se faire et qui va être alors verdâtre. Il est assez spécifique du dermatophyte, alors que pour le candida, il ne va pas y avoir, donc on parle d'une lumière de Wood qui va être négative. La lumière de Wood également, on va l'utiliser pour tout ce qui est dyschromie, donc concernant les hyper et les hypochromies. Alors pour les hypochromies, par exemple, si on est face à un vitiligo, la lumière de Wood va entraîner donc une accentuation de cette hypochromie et qui va apparaître d'un blanc encore plus nacré. Alors la lumière de Wood se fait toujours donc dans une ambiance, donc dans une salle donc sans lumière, donc comme ça donc vous allez voir tout ce qui est modification tinctorielle. Alors, maintenant, il y a un troisième type de champignon. Le troisième type de champignon, c'est les moisissures. Heureusement, alors ça reste rare. Pourquoi? Parce que les moisissures, alors en général, c'est des contaminants qui proviennent des sols et des végétaux. Alors, il s'agit en général d'infections graves. Alors, ces infections-là, pourquoi? Parce que souvent, elles vont s'accompagner d'autres manifestations. En dehors des manifestations cutanées, on peut retrouver des manifestations respiratoires. Donc, les moisissures, possible, ça existe, donc gardez à l'esprit. Et puis l'atteinte, comme je vous disais tout à l'heure, l'atteinte clinique, elle va être très importante. Donc il y a des symptômes inflammatoires, des remaniements qui vont accompagner donc ces champignons-là. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Qu'est-ce qu'elles ont, ces moisissures? Donc elles vont d'abord avoir les deux modes on parle de champignons dimorphiques, c'est-à-dire ils peuvent se reproduire par les deux modes, soit par bourgeonnement ou par filament. Et puis, souvent, il s'agira donc plutôt de terrains particuliers. Quand on parle de terrain, donc c'est plutôt sur des sujets, donc chez des sujets qui auront donc d'autres tares, à savoir par exemple un diabète ou encore une immunosuppression, qu'elle soit donc secondaire, acquise ou congénitale éventuellement ou infectieuse. Alors, je ne comprends pas ce que veut dire Monsieur Médecine à tout le monde. IMD. Alors, essayez de ne pas écrire en abréviation si vous voulez que je parvienne à vous répondre là. Alors on commence donc un petit mot sur l'épidémiologie, c'est très fréquent comme motif de consultation. Alors je reviens un petit peu à l'habitat. L'habitat, vous avez donc l'habitat, vous avez géophile, quand on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, la contamination, donc concernant géophile ou donc zoophile, elle va être bien sûr souvent accidentelle. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle va provenir donc d'animaux malades ou encore de sols ou de végétaux donc, qui vont être contaminés. Et là, on s'intéresse particulièrement à la profession. Hein. Donc la profession, le mode de vie, immunodépression, merci. Donc c'est l'abréviation, donc d'accord. Donc le mode, on va s'intéresser un petit peu aux habitudes de notre patient et puis à son mode de vie. Hein, et puis principalement à la profession. Pourquoi? Parce que vous avez deviné que si, par exemple, on a un éleveur ou un vétérinaire, donc on va s'intéresser, on va non seulement traiter la personne, mais voir également donc, les animaux qui devront être traités éventuellement. Cependant, les espèces anthropophiles restent les plus fréquentes, fort heureusement. Donc, d'ailleurs, les manifestations cliniques, elles sont assez communes, elles sont faciles en général à reconnaître. Et puis, ces germes-là quand même représentent 80% donc, de l'ensemble des mycoses. Maintenant, pour les dermatophyties anthropophiles. Alors, donc, ces dermatophytes anthropophiles, non seulement ils peuvent se transmettre à travers, donc cette transmission peut être interhumaine, hein, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faudra chercher donc, dans l'entourage immédiat. Souvent, on retrouve, alors souvent les patients, qu'est-ce qu'ils nous rapportent? Ils nous rapportent tout simplement une contamination à travers, donc à partir d'un membre donc, de la famille qui est déjà malade. Et malheureusement, parfois, l'utilisation, alors si vous avez plusieurs membres de la famille qui utilisent les mêmes chaussures, par exemple les mêmes serviettes, déjà que le dermatophyte va se déposer en général au niveau du sol, donc c'est à ce moment-là qu'il va y avoir contamination. Donc déjà, il faut déconseiller bien sûr l'utilisation donc commune de tous ces moyens-là, et puis bien sûr traiter non seulement le patient, mais proposer un traitement pour l'entourage. Hein.
Maintenant, ces anthropophiles, comme je vous disais, donc, peuvent se transmettre par d'autres personnes, mais il peut y avoir une autocontamination. Maintenant, le patient, quand on parle d'autocontamination, par exemple, vous avez un patient qui vient avec, on verra tout à l'heure, un herpès circiné. Donc, l'herpès circiné, c'est une épidermomycose, donc c'est un dermatophyte qui va se localiser au niveau de la peau. Alors, votre premier réflexe, ça va être de regarder ses ongles, tout simplement, parce que souvent, on va retrouver donc une atteinte, des atteintes multiples, et puis le traitement diffère. Bien sûr, on ne va pas traiter la dermatophysie cutanée, donc une épidermomycose, comme une onychomycose. Donc le traitement va plus, donc on va prolonger la durée du traitement, on va rajouter d'autres traitements. Donc il faut toujours avoir le réflexe de regarder ailleurs. Donc regarder principalement les ongles. Alors maintenant pour les teignes également, il faudra rechercher s'il n'y a pas une localisation cutanée associée. Alors, à quel moment se trouve, donc on est confronté à cette contamination? Alors, la contamination n'est pas automatique. Parfois, ce n'est pas parce qu'on a été au contact avec un champignon qu'on va se contaminer automatiquement. Donc, il faudra, ça se fait sur des terrains particuliers, et souvent, c'est accompagné d'une altération de la barrière. Alors, les altérations de la barrière, donc, elles peuvent être minimes. Donc, il suffit d'avoir une petite brèche. Alors, c'est comme pour les onychomycoses. Donc, on ne se contamine pas automatiquement, mais il suffit d'une toute petite brèche cutanée ou au niveau de l'angle, et là, le champignon va se faufiler à ce niveau-là. À ce moment-là, on va donc avoir une contamination. Est-ce que vous avez des questions? Essayez de poser des questions en même temps, comme ça, on va... Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? J'attends vos questions si vous avez vos questions. Oui, s'il vous plaît. Ça va? Donc, pas de questions. Autocontamination, s'il vous plaît. Si je peux répéter pour les autocontaminations, quelles sont les étiologies d'une onychomycose? Oui, éteignez vos micros également. Alors, il ne faudra pas que je me répète trop parce que sinon on ne va pas avoir le temps de terminer. Le cours est un petit peu long, on va essayer de le faire en 2 séances de 40 minutes. Donc, autocontamination, ça veut dire c'est le patient lui-même. Donc, vous avez un autre site. Vous avez, alors, le dermatophyte peut se localiser à plusieurs endroits. Alors, il peut se contaminer soit à partir de l'angle, il peut se contaminer à partir d'une peau malade, à partir d'une teigne. Donc, on parle d'autocontamination, c'est-à-dire il va y avoir des lésions sur plusieurs sites anatomiques. Maintenant, les étiologies des onychomycoses, on va les reprendre tout à l'heure. Hein. Donc, on va les voir dans le détail. Alors, on enchaîne. Alors, on commence par les teignes. Alors, les teignes, c'est bien sûr, c'est l'atteinte donc du cuir chevelu et des cheveux. Alors, il y a plusieurs types de teignes. Donc, vous avez la microsporique, la trichophytique, vous avez la suppurative et le favus. Alors, c'est la teigne, là, ce que vous voyez sur cette planche, c'est la teigne microsporique. Alors, regardez, vous avez du microsporum oduini. Donc, ça, c'est les dermatophytes principalement rencontrés. L'oduini, qui est un anthropophile, donc le A donc, signifie anthropophile. Vous avez le Longueroni, le Canis. Le Canis, c'est zoophile. Donc, vous voyez que dans la majorité des cas, le dermatophyte est anthropophile et accessoirement, il peut être d'origine zoophile. Donc, ça, c'est les champignons les plus fréquemment donc, rencontrés. Donc, la contagiosité n'est pas très, très importante. Hein. Donc, ça n'est pas des teignes extrêmement contagieuses. On reviendra un petit peu sur ça tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fonction du type de teigne, la contagiosité donc, va être différente. Alors, je laisse de toute façon la diapo. Là, vous avez la diapo de la teigne tendante normalement microsporique. Il y a votre camarade qui me dit qu'il y a un décalage entre le sang et la diapo. Je suis toujours sur la diapo de la teigne tendante microsporique. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on va observer, donc ça va être une plaque. Alors la plaque, elle est particulière, comme vous le voyez. Donc c'est une grande plaque érythémateuse squameuse. Alors érythématosquameuse, la première chose qui nous vient à l'esprit, érythématosquameux, psoriasis. Alors là, c'est facile, le diagnostic reste assez aisé. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a donc qu'est-ce qu'on a? Oui, le psoriasis, effectivement, votre camarade répond. Donc, on a quand même une dépilation, donc une alopécie donc, qui va accompagner, parfait, donc il y a une alopécie associée. Et là, donc, on pense directement au diagnostic de teigne. Alors, la présentation clinique, en général, c'est une ou elles sont peu nombreuses.
peu nombreuses, donc de grande taille, c'est des plaques érythématosquameuses. Alors, avec un aspect particulier, les cheveux sont coupés, dit comme on brosse. Donc, on a l'impression qu'ils sont coupés un petit peu au même niveau. Et puis, qu'est-ce qu'on voit également? Alors, un aspect qui est dit givré. Alors, l'aspect dit givré, il est plutôt vu à la microscopie, hein. Donc, on a l'impression que le givre, vous connaissez, hein. Donc, et ça, c'est parce que le parasitisme va se faire non seulement en endotrix, mais en ectotrix, c'est-à-dire ça va engainer, mais également, donc, le champignon va se localiser à l'intérieur du cheveu, mais également engainer notre tige capillaire. Alors, l'examen à la lumière de Wood va nous montrer une fluorescence caractéristique, mais alors là, verdâtre sur toute la longueur du cheveu, et c'est caractéristique donc du dermatophyte et de ce type donc de teigne. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure? Alors, concernant l'âge d'apparition, alors c'est des teignes qui vont beaucoup plus toucher les enfants. Alors, c'est des enfants qui vont être en communauté en général. Alors, souvent, c'est des enfants scolarisés. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette teigne? Donc, elle va guérir, l'évolution, elle est favorable. Alors, on verra que l'évolution des teignes se fait vers la restitution ad integrum, donc il n'y a pas de lésion cicatricielle ou d'alopécie, sauf pour certaines. Donc, il faudra différencier celles avec un risque de cicatrice et d'alopécie persistante, c'est pratiquement des lésions à vie, et les autres teignes. Alors, concernant ce type de teigne-là, l'évolution, alors votre camarade demande qu'est-ce qui varie en fonction de la teigne. Alors, c'est l'évolution donc de la teigne. Alors, il y a des évolutions cicatricielles alopécientes, et puis il y a des évolutions avec restitution donc du cheveu, tout simplement. Il n'y a pas d'évolution. Donc, une fois guéri, votre patient va retrouver sa chevelure, tout simplement, donc d'origine. Alors, on verra lesquelles vont entraîner une dépilation. Alors, parasitisme. Alors, je viens d'expliquer ce que c'est que le parasitisme ecto et endotrix. Endo, quand il va être à l'intérieur de la tige, ecto, il va engainer, hein, c'est à l'extérieur. Alors, essayez quand même de suivre, comme ça on ne va pas se répéter, s'il vous plaît. Merci. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc, concernant cette teigne-là, donc l'évolution sous traitement va se faire vers la guérison. Mais on a observé également que si on ne traitait pas, alors dans des milieux défavorisés, parfois des enfants peuvent traîner avec des teignes. Alors malheureusement, on a observé qu'il y aura donc malgré cela une guérison qui va se faire à la puberté. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas traiter, donc on va traiter quand même nos patients, mais supposons que celle-ci est passée inaperçue, donc qu'il n'y a pas eu possibilité de traitement, donc elle évoluera, donc l'évolution sera bonne plutôt vers une régression donc à l'âge pubère. Le deuxième type de teigne, ça va être la teigne tendante micricophytique ou à petites plaques, comme vous voyez là. Alors, vous voyez que tous les dermatophytes en cause vont être anthropophiles. Vous avez le Sudanense, le Vialassom et puis le Tensurans. Alors, le Tensurans étant le plus fréquent. C'est une teigne anthropophile. Donc, l'origine, comme je vous l'ai mentionné là, elle est interhumaine. Il n'y a pas d'origine zoophile ou tellurique. Donc, c'est des dermatophytes anthropophiles et elle est très contagieuse. Donc, elle va toucher en général également les collectivités, les enfants en âge scolaire. Comme pour tout à l'heure, elle va évoluer avec une bonne évolution sous traitement et régression éventuellement à la puberté même sans traitement. Maintenant, la présentation clinique, elle va être différente, comme vous voyez. Donc, tout à l'heure, on avait très peu de grandes plaques. Là, par contre, on est face à des toutes petites plaques. Elles sont assez nombreuses. Alors, vraiment, elles sont très, très petites. Là, maintenant, ce qu'on voit, on va voir des plaques squameuses, mais qui vont avoir une coloration plutôt grisâtre. Grisâtre, on a l'impression même qu'elles sont un petit peu croûteuses. Alors, soit vous avez des petites plaques comme ça éparses sur le cuir chevelu, soit vous avez une coalescence, donc une fusion de toutes ces plaques-là qui va constituer une espèce de casque mycosique. Maintenant, les cheveux sont coupés très très courts. Alors, il y a une cassure, mais cette cassure va se faire sur plusieurs hauteurs. Tout à l'heure, on a vu, il y a un aspect en brosse.
donc un aspect uniforme des cheveux pour les grandes plaques. Alors que maintenant, il va y avoir des cheveux plus ou moins longs, des cheveux cassés, courts, et puis les cheveux peuvent être donc très très courts, et puis au niveau de ce follicule pileux, il va y avoir une petite croutelle comme ça, et donner un aspect dit de pseudo-comédon. Donc ce pseudo-comédon-là, ça n'est pas un comédon donc, comme vous l'avez vu dans l'acné, par exemple, mais c'est plutôt l'aspect que va donner donc le cheveu, ce cheveu très court, donc qui est pratiquement coupé à ras. Et puis pour cette teigne-là, on peut avoir carrément un état squameux chronique. Alors l'état squameux chronique, là, le diagnostic va être un petit peu difficile à poser, donc il faudra faire un examen mycologique. Pourquoi? Parce qu'on pourra évoquer d'autres diagnostics. Alors, quoique là, vous avez quand même il y a une dépilation associée, mais faire un examen mycologique sur un état, donc sur un état pelliculaire dit chronique. Alors, la lumière de Wood va être par contre négative, et puis le type de parasitisme, il est dit endotrix, et va prendre un aspect dit en sac de noix. On a l'impression qu'à l'intérieur du cheveu, il y a comme des sacs de noix. Essayez un petit peu de vous... Pourquoi? Alors, je suis en train d'expliquer pourquoi l'examen à la lumière de Wood est négatif. Donc, le parasitisme, il est endotrix. Endotrix, et je vous disais, donc, le champignon va se retrouver à l'intérieur donc du cheveu et prend cet aspect-là comme de gros sacs de noix sur lesquels va s'empiler un petit peu notre champignon. Après cette teigne-là, vous avez le chérion de Cels ou la teigne suppurative. Maintenant, pour la teigne suppurative, c'est cet aspect-là. Alors, il nous reste 10 minutes, donc on essaiera un petit peu d'activer. Donc, on va faire ça sur 2 séances. Alors, donc vous avez cette grosse plaque, ce gros macaron. Alors, ce macaron-là, inflammatoire, je vous en prie. Merci. Que veut dire un pseudocomédon? Alors, je ne vais pas répéter pour le pseudocomédon parce que je voulais expliquer 2 fois, s'il vous plaît. Alors, pour ce que j'explique, vous pouvez revoir par la suite parce que ça va être enregistré. Donc, vous allez pouvoir revoir ces conférenciers. Donc, sur les questions que vous n'avez pas pu suivre, vous allez pouvoir donc réécouter éventuellement les explications. Alors, j'enchaîne un petit peu pour qu'on puisse terminer dans les temps. Alors, la teigne suppurative, donc vous avez un gros macaron, donc c'est une teigne inflammatoire, une grosse plaque infiltrée. Alors, vous verrez plus, hein, comme vous le voyez là. Là, vous avez carrément des croutelles. Alors, on parle de psychosis lorsqu'il se localise au niveau de la barbe. Alors, sachez que toutes les zones pileuses peuvent être le siège d'une teigne suppurative. Donc, on peut avoir ça aussi bien au niveau des régions génitales qu'au niveau du cuir chevelu ou de la barbe. Alors, c'est une teigne qui est peu contagieuse. Maintenant, concernant le type de dermatophyte, alors comme vous voyez, donc on a plus des dermatophytes zoophiles. Donc, vous voyez que la contamination elle est plutôt accidentelle. Donc, ces espèces zoophiles ou encore telluriques pour le gypsum vont entraîner une réaction. Tout à l'heure, je vous dis plus. Donc, pour les dermatophytes anthropophiles, la réaction inflammatoire immunitaire elle est moins importante. Pour tout ce qui est champignons, donc plutôt zoophile ou tellurique, vous voyez que la réaction va être d'autant plus inflammatoire et entraîner donc cet aspect-là, avec bien sûr une dépilation, la présence de pus, l'excoriation, un petit peu l'expulsion de ces follicules pileux. Alors, il y a un aspect qui a été un petit peu assimilé à ce qu'on appelle une pomme d'arrosoir. Donc, la pomme d'arrosoir, c'est une espèce de petit bidule avec lequel on arrose les plantes. Donc, ça prend cet aspect-là. Maintenant, le problème avec cette teigne-là, c'est que l'évolution se fait vers une cicatrice résiduelle. Alors, cicatrisation, alors avec perte quand même une petite dépilation qui peut être associée. C'est pour ça qu'on doit traiter vite et correctement. Alors, ce type de teigne, étant donné l'importance de la réaction inflammatoire et le risque quand même cicatriciel, donc vous devinez, il faudra trouver un traitement adapté. Le traitement adapté fait appel bien sûr aux antifongiques, on verra lesquels, mais on va associer pour diminuer, alors c'est le seul cas de figure qu'il faut garder en tête, on va associer un traitement anti-inflammatoire de très courte durée. Et en matière de traitement anti-inflammatoire, qu'est-ce que vous connaissez comme puissant traitement anti-inflammatoire? Si vous pouvez me répondre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous connaissez comme traitement anti-inflammatoire? D'action très rapide, bonne action, donc les corticoïdes, effectivement. Alors, on parle de corticothérapie par voie générale et non pas de corticothérapie par voie locale. Alors, cette corticothérapie devra être associée donc, au traitement antifongique sur une très très courte durée. Alors, on parle de 3-4 jours, hein, ce n'est pas au-delà. Hein.
pas la peine de donner plus parce que sinon on va tomber dans l'effet inverse. Étant donné que les corticoïdes vont entraîner un effet anti-inflammatoire, mais en parallèle, à côté, qu'est-ce qui va entraîner les corticoïdes, la corticothérapie par voie générale? C'est un facteur de quoi? Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Ce qu'on craint, c'est pour ça qu'on ne donne pas sur une longue période. Très bien, exactement. Il y a une baisse de l'immunité. Donc, s'il y a baisse de l'immunité, au contraire, on va avoir le champignon qui va flamber secondairement. Donc là, on va traiter rapidement pour éviter cette évolution-là. Alors, concernant le type de parasitisme, va être un parasitisme endoectotrix. Et puis, c'est particulier. Jusqu'à présent, alors on n'a pas tellement parlé des signes fonctionnels, mais là, étant donné les phénomènes inflammatoires, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver de la douleur. Donc, le cortège des signes inflammatoires habituels que vous connaissez. Donc, il y a de la douleur, il y a de la fièvre, un petit fébricule. Bien sûr, il n'y a pas d'altération, donc il n'y a pas de répercussion sur l'état général. Mais souvent, on va retrouver une adénopathie. Cette adénopathie, elle est associée. Alors, c'est des adénopathies inflammatoires, donc associées à cette réaction quand même cutanée qui est assez importante. Alors, il semblerait maintenant que ce type de teigne, alors elle est la seule à conférer, donc elle va conférer une immunité durable. Donc, une fois qu'on a déjà fait une teigne, donc bien sûr, à l'un de ces types de dermatophytes. Maintenant, si on a fait un montagrophyte, on a le droit de faire un encrossome. Mais on ne refera pas de montagrophyte. Pourquoi? Parce que l'immunité, donc ce type de teigne confère une immunité qui est durable. Alors ça, c'est juste le bon côté de la chose, mais il faut traiter, donc il faut d'abord poser le diagnostic. Alors pourquoi? Parce que quand on voit, alors notre réflexe, alors c'est le réflexe un petit peu de tout le monde, hein, dès qu'on voit du pus, à quoi on pense? S'il vous plaît, essayez de me répondre là. Pu égale, souvent, parce que souvent les patients atterrissent à notre niveau pour oui, exactement. On pense, alors souvent, on pense faussement et puis on se trompe en pensant à une pyodermite infectieuse. Alors demain, vous allez faire normalement le cours de tout ce qui est infection bactérienne. Donc là, il s'agit plutôt d'origine mycosique et non pas bactérienne. Allez, on enchaîne rapidement pour essayer de terminer. Alors, on termine avec le favus. Alors, le favus, c'est particulier. On l'appelle la teigne de la misère. Pourquoi? Parce que d'abord, elle est très rare, elle est exceptionnelle. Elle touche des milieux défavorisés, mais alors là, donc elle reste quand même particulière. Et puis, sa particularité d'abord, bien sûr, qu'elle va toucher l'enfant, bien sûr, particulièrement. Alors, et puis, l'évolution, comme vous le voyez, elle va être cicatricielle, alopéciente et définitive. Il y a cet aspect-là caractéristique que vous voyez. Alors, on parle de cupule du godet favique. Vous voyez ces petites croutelles-là, elles sont incurvées, elles ont une couleur un petit peu jaunâtre, un petit peu particulière. C'est le godet favique. Et puis, elles ont une odeur terrible qui a été assimilée un petit peu à une odeur de nid de souris. Mais enfin, pour dire qu'elle dégage, que ce type de teigne dégage une odeur particulière, avec cet aspect également associé de cheveux ternes, de très mauvaise qualité, qui va vous... Elle guérit à la puberté. Non, c'est la seule teigne qui ne guérit pas. Alors, votre camarade demande si cette teigne guérit. Alors, jusqu'à présent, on parlait pour les deux premières, donc il y a une guérison à la puberté. Pour la teigne inflammatoire, donc le chérion de Cels, il y a une guérison, mais aux dépens donc, d'une cicatrice résiduelle. Donc, on évite la cicatrice par les anti-inflammatoires. Mais concernant le favus, l'évolution, elle est chronique et elle est en plus de ça définitivement cicatricielle et alopéciente. Donc, il faut traiter. Alors chez nous, ça n'est pas une teigne qui est rencontrée chez nous. Hein. Donc là, je vous dis un petit peu à l'avance. Et puis, ce que vous voyez, au fur et à mesure, d'abord, on a des petites cupules, des petites squames-croûtes et une évolution vers un casque squame-croûteux qui va englober et engloutir tout le cuir chevelu par la suite. Hein. Alors, c'est une teigne qui est un petit peu contagieuse également. Et puis, elle a une faible fluorescence à la lumière de l'aude. Quels sont les diagnostics différentiels? Donc, pour les teignes tendantes, donc ça va être tout ce qui est lésions érythématosquameuses, squameuses principalement. Donc, on va retrouver le psoriasis, la dermite séborrhéique. On a ce qu'on appelle la fausse teigne amiantacée. La fausse teigne amiantacée,
Alors, c'est des lésions érythémato-squameuses, à s'y méprendre, qui ressemblent au psoriasis, un petit peu à la teigne, et qui vont accompagner des terrains atopiques. Donc là, c'est particulier, on va les retrouver. Donc, il faut aller examiner, chercher ce qu'il y a derrière. Alors, si la maman vous dit, voilà, le petit, il est asthmatique et qu'il ne répond pas, donc vous donnez un antifongique et ça ne répond toujours pas. Donc, ayez ce diagnostic, il faut avoir ce diagnostic en tête. Bien sûr, vous avez tout ce qui est étape pelliculaire ou pityriasis capitis. Alors, c'est un petit peu l'équivalent d'une petite dermite séborrhéique. Et puis enfin, la trichotillomanie qu'on a déjà vue, donc, qui est une maladie à support psychiatrique. Maintenant, concernant la teigne inflammatoire, vous avez comme diagnostic, bien sûr, les pyodermites infectieuses, principalement d'origine bactérienne. Et puis, vous avez tout ce qui est alopécie cicatricielle pour certaines maladies inflammatoires, à savoir le lupus discoïde et puis la sarcoïdose. Faites votre petite recherche afin d'essayer de voir quelques exemples cliniques donc pour ces pathologies-là. Alors, il nous reste une petite minute, on enchaîne un petit peu pour les épidermophysies. Donc, c'est l'atteinte cutanée. Donc, l'atteinte cutanée, ça va être donc les phénomènes inflammatoires observés, donc qui vont faire suite donc à cette pénétration du dermatophyte avec lyse, sécrétion donc d'endoprotéase et d'exoprotéase à travers la sécrétion de ce mycélium. Alors, le mycélium, c'est le matériel donc fongique que va sécréter notre dermatophyte. Et puis, bien sûr, il va y avoir des réactions inflammatoires, immunitaires, et l'aspect clinique, ça va être donc l'expression de tous ces phénomènes-là. L'infection reste circonscrite chez le sujet immunocompétent. Donc, si on a une lésion ou deux, ça va. Si on a beaucoup de lésions, il faut se poser la question pourquoi le patient fait autant de lésions. Alors, ça va se couper d'un instant à l'autre, mais vous allez me répondre, donc on va reprendre, et vous allez me dire pourquoi, qu'est-ce qu'on va chercher maintenant si on est face à une mycose étendue, donc quel va être votre réflexe devant donc des mycoses principalement donc étendues.